Écoutez, il vient de faire du jeu. C'est scolaire. Ils sont comme les dates. Oui. Les lois avec un X qui renaîtront. C'est pas une coquille. Ça ne pose pas en Parfait. Non, ça marche pas. Bah, l'école. Peut-être le machin, il n'est pas allumé. Ah oui, c'est bon, ça marche. Bien, nous sommes prêts pour cette première table ronde donc, de la journée des rencontres de l'imaginaire, des 14e rencontres de l'imaginaire. Alors consacré, le titre est donc la SF francophone des origines à 1950, mais en réalité, je pense que vous savez, nous allons en fait présenter le futur ouvrage de Guy Coste et Joseph Albeyrac, qui s'appelle Rétrofiction, dictionnaire de la conjecture rationnelle francophone, 1534-1951. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une table ronde où nous allons avoir des informations sur ce livre qui est déjà mythique, qui est virtuellement mythique. Et il a parlé trop tôt. Voilà, je pense que ce sera évidemment très, très intéressant. Alors, je présente donc rapidement, non pas trop rapidement, nos invités. Donc Guy Coste est né à Paris, donc en 1948, dans le civil, après des études d'architecture. Il est projeteur en cabinet d'architecture dijonnais durant 15 années, puis il devient ensuite cadre commercial dans le bâtiment. Il est retraité depuis 2008, mais à mon avis, il n'est pas retraité du tout de la science-fiction. Pas de la science-fiction. Voilà. Il a découvert très tôt la science-fiction avec les premiers numéros d'Artima au milieu des années 50, puis la conjecture avec Jules Verne, Albert Robida, donc Wells, Rosny est né bien sûr, et il a d'ailleurs établi des premières bibliographies en France dans la revue Europe, pour Charles Levy, c'est ça. Il a organisé la convention science-fiction de Quetigny donc à Dijon en 1983. Il a également exhumé Une nouvelle inconnue de Rosny et publié intégralement oui. Voilà, tu es plus vite. Voilà. Il a donc publié. Ah oui, c'est avant-guerre. Donc je termine. Il a exhumé donc Une nouvelle inconnue de Rosny et publié donc intégralement dans les Valenciennes numéro 33 à la demande d'Arnaud Huftier. Voilà. Si, la nouvelle. Voilà. Mes sources sont tout à fait justes. Voilà. Il a publié évidemment Les Terres Creuses en 2006, donc chez les Belles Lettres et Ancrage avec son comparse Joseph. Et bon, évidemment, il travaille presque à plein temps sur le projet Rétrofiction. Alors Joseph Albeyrac aussi, nous connaissons très bien, mais c'est bien de refaire un petit peu de petite biographie rapide. Il est en 1957. Joseph Albeyrac a appris à lire dans des albums Tintin, donc ça c'est vraiment une information tout à fait capitale, et les romans de Jules Verne, avant d'enseigner les mathématiques. Il est l'auteur de plusieurs essais sur la science-fiction, en particulier, et l'imaginaire scientifique, donc en général. Donc nous avons quelques exemplaires ici, merci Guy donc de les montrer. Voilà, il exerce également la fonction de secrétaire du prix Rosny qui couronne annuellement à l'occasion de la Convention française de science-fiction le meilleur roman et la meilleure nouvelle de science-fiction francophone.
Et donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer ce projet de rétrofiction à paraître en 2018. Et vous allez confirmer ça chez Ancrage, dans la collection Interface dirigée par Joseph. Alors, ma première question, parce que moi, elle me semblait importante, je voudrais que vous me disiez un petit peu d'abord comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi vous êtes mis à travailler ensemble. Alors, le responsable de la rencontre, c'est Dominique Martel, tout début, qui a la convention, non, bien avant même, la convention de Raymond Audebin. Non. 87. Non, C'est 8, celle de... Non, c'est celle de la mutualité 50. Voilà, 54. Ou 1926. J'ai perdu. Alors, je ne sais pas. Mais, ok. C'est sûr aussi. 87, c'était la... C'est pour ça qu'on écrit, c'est parce qu'on n'a pas de mémoire. Une fois que c'est mis sur le papier, hop, on oublie. C'est après 50. Oui. Donc c'est effectivement Dominique qui m'a parlé de Joseph, il m'a dit il faut absolument que tu arrives à le rencontrer, ce qui s'est fait à la convention de Raymond, à la mutualité. Et là, on avait déjà évoqué le projet de pouvoir publier quelque chose, donc on n'avait pas la première idée, et après ça s'est concrétisé avec ces histoires de terre creuse, où je lui en ai parlé, je lui ai montré un premier manuscrit qui était loin d'être complet, il m'a dit oh oui, j'arrête tout, tout le reste, et on se consacre à ça, et voilà, tout est parti de là. La publication en 2006. Après, bon, on a envie de continuer parce qu'on s'entend quand même pas trop mal. Et, vous avez bien vous supporter après ce temps? oui, c'est tout à fait étonnant, mais ça peut faire l'objet de thèse d'ailleurs. Oui. Voilà. Mais alors, je vais laisser la parole à Joseph. C'est bien? Ouais. Voilà, donc c'est effectivement ça. Donc après, je ne sais plus trop le cheminement. Il y avait d'autres projets concernant le projet donc qu'on est en train de finaliser là. Il y avait déjà eu des tentatives, je me souviens avec Marc Madouro qui est là. Hein, tu avais commencé un projet de recension, je me souviens. Non, c'est avec Philippe Murat. Et Triolo. Et qui y avait d'autres? Gérard Meunier et Fabrice Buton. Fabrice Buton, voilà. Mais je suis sûr que Marc fait c'est lui qui a foutu tout par terre parce qu'il est devenu fou. Ce qui fait qu'on on est passé à autre chose. Mais bon, il n'y avait pas Internet, on communiquait par... il n'y a même pas de fax, on communiquait par courrier, donc c'était la galère totale. Ouais, vraiment la préhistoire. Ouais. Alors on est des survivants biologiques de la préhistoire. Ouais. Bien. Et donc comment justement Philippe Pétuin et Philippe Murat ont été embarqués également dans cette aventure? Ils sont alors, ils se le demandent, oui, mais à leur demande aussi. Parce que nous, on a résisté, bien entendu, j'ai gardé la vedette. Et en fait, devant la masse de travail, on a délégué voilà, à leurs compétences des recherches spécifiques ou des questions qui nous posaient problème. Et voilà, ils se sont retrouvés dans le projet amicalement et efficacement. Il est en train d'expliquer qu'en fait, ils ne seront pas payés, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes payé? Oui, très bien. Oui, il y a des droits d'auteur et tout, comme pour Intershop. Oui. On touche des fois. J'ai changé de marque de caramba. Voilà, on s'est acheté une mobilette chacun. Voilà. Alors, pour revenir à des choses un tout petit peu plus sérieuses, donc je rappelle le titre de ce futur livre, Rétrofiction, dictionnaire de la conjecture rationnelle francophone, 1534-1951. Autrement dit, de Rabelais, je pense que c'est Gargantua, 1534, hein, le point de départ, à la création de la collection du Rayon Fantastique en 1951. Qui est la fin. Voilà, qui est la fin. Alors, les chiffres actualisés du contenu justement de cette future somme. Donc, nous avons 3965 auteurs identifiés, romans, nouvelles, dessins, gravures, images, partitions musicales, pour 10 620 titres, indexés en 800 thèmes et sous-thèmes pour aider le chercheur. Environ 4000 pages et 1500 illustrations, voilà, pour vous donner quand même une idée de ce que sera évidemment ce très bel ouvrage. Alors, la question que je vais vous poser, le prix, ah ça je ne sais pas, ça je n'ai pas eu encore cette information. Oui, je pense que l'éditeur a pris sa décision et que s'il ne revient pas sur
Ce sont l'idée première. La jaquette, quand même, le truc de capteur d'âme, c'est pas fou. Oui, c'est ridicule, effectivement. Ouais. C'est toi qui l'avais, la jaquette. Oui, alors, on vous donnera évidemment, je pense, des informations beaucoup plus pratiques au fur et à mesure. Et moi, j'avais envie de vous poser la question, justement, au vu de cette somme. Cela fait des années que vous accumulez donc ces références bibliographiques. À quel moment, finalement, est-ce que vous avez eu envie d'en faire une encyclopédie? Parce que je sais que vous avez toutes ces références, vous avez une bibliothèque absolument en fait, ça vient, en réalité, tout ça, ça vient de l'admiration pour Pierre Versin. Hein, donc, on est tous nourris du Versin, hein, de l'encyclopédie de l'utopie, de la fiction de Versin. Et donc, il y a longtemps eu des projets qui ont couru de... nous avons ici Pascal Ducommun qui dira certainement quelque chose à ce sujet-là, déjà de faire une édition plus complète du Versin, apporter des compléments, des corrections, etc. Ça s'est jamais réellement fait. Il y a toujours eu des sortes de projets comme ça dans l'air de continuer Versin, d'enrichir Versin. Et c'est un peu ça. On s'est dit qu'on allait faire ça, sauf qu'on allait recentrer, c'est-à-dire que Versin, évidemment, s'était intéressé à toute la conjecture, à toute la science-fiction, l'utopie au sens terme mondial, voilà, et puis vous faire une présentation. En plus, le Versin, c'est un essai. Hein, c'est une encyclopédie, bien sûr, mais c'est un essai. Il y a la personnalité de Versin. Oui, c'est un ouvrage un peu multigenre quand même. Hein. Voilà, il insiste sur les choses qui l'intéressent, il choisit les thématiques qu'il veut, les exemples. C'est très très partisan au sens qu'il faut le prendre comme ça. C'est un essai. Hein, bon, voilà. Donc, nous, évidemment, on est forcément aussi subjectif énormément, mais on a décidé de faire un travail absolument systématique. D'abord, rester dans le domaine francophone, parce que je ne peux pas dire ça, couvrir tous les types de supports, ce que a tenté de faire effectivement Versin, et surtout vraiment recenser tout ce que nous trouvons, sans se préoccuper de la question de la qualité. Hein, ce qui nous intéresse, c'est à partir du moment où nous voyons quelque chose qui relève de la science-fiction au sens large, de la conjecture rationnelle de Versin, nous le recensons, nous donnons un petit résumé, des fois ça peut être une ligne, hein, ça peut suffire, des fois c'est beaucoup plus long, hein, mais l'idée c'est d'être absolument complet. Disons que tout ce que nous trouvons, que nous jugeons relever de la conjecture, nous le recensons et nous disons surtout pourquoi. Il ne s'agit pas juste de mettre un titre, hein, ce qui est fort énervant, la liste avec des titres et des auteurs, et on passe son temps fou à les retrouver pour se rendre compte parfois que ça n'est pas ça fait pas partie du domaine. Bon, c'est horripilant. Alors nous, horripilés par ça pendant des années, on s'est fixé une règle qui est il faut toujours indiquer pourquoi le texte est pris. Texte ou l'image, et également, il est indispensable, alors, sauf quelques très rares cas, c'est vraiment très rare, que nous ayons vu l'image ou lu le texte, au moins de larges extraits. Alors il y a quelques très rares cas où nous sommes obligés de citer des autres personnes parce que nous n'avons pas pu voir accès au livre. Voilà, c'est tout indiqué, on dit un tel, avec ça, voilà, on marque. C'est rare. L'immense majorité de ce qui est dans ce genre, l'immense majorité, nous l'avons vu ou lu. Hein. Voilà, ça c'est important, on ne fait pas juste une compilation de ce qu'ont fait nos amis avant, les gens qu'on admire ou sur lesquels on s'est appuyé pour commencer le travail, bien sûr, hein, mais il faut que tout est revu, tout est garanti, Alors, sauf erreur technique, bien sûr, de saisie, d'erreur. Oui, mais nous avons, nous avons tout est vérifié, et d'ailleurs ça permet de constater ce que connaissent les bibliographes comme Dominique Martel, par exemple, pour 42, le nombre d'erreurs considérables qu'il y a dans les références, même très sérieuses, hein, de très bonne qualité, mais avec énormément d'erreurs, et surtout beaucoup de... une chose qui est importante, c'est, qui me semble très importante, c'est repérer ce qu'on appelle, ce terme que je n'aime pas beaucoup, qui est de la pré-originale d'un texte, paru dans la presse. La pré-originale, non, c'est l'original, le texte il est paru là. Je ne sais pas pourquoi on a inventé ce terme de pré-original ridicule. C'est ça qui... on essaie d'y faire très attention, vraiment trouver la première occurrence d'un texte, d'une image, de quelque chose, essayer de la repérer, et ensuite de décliner. Bon, pas faire une bibliographie complète, c'est parce que ça veut dire, pour certains titres, c'est de la folie, mais essayer de repérer des choses un petit peu marquantes. Voilà. Juste un détail pour les bibliographies.
on a essayé de mettre l'original, donc qui est souvent dans des revues des journaux ou la presse, la première édition, une édition remarquable pour les illustrations quand c'est un illustrateur important, et la dernière édition disponible pour le public. On essaie. Voilà, on essaye de... Tout ce qui rentre, on ne l'a pas mis parce que ça alourdissait les biblios pour rien. Et les gens ont maintenant accès à Internet de manière simple et facile, ce qui fait qu'ils iront chercher des renseignements complémentaires s'ils veulent aller les chercher. Mais nous, nos biblios, c'est ça. Original, première édition, édition remarquable s'il y en a une ou plusieurs, et dernière édition disponible. Mais on n'a pas mis de référence de Gallica parce que les gens sont capables d'aller tout seuls, aller chercher les renseignements sur les auteurs. On fait des présentations minimalistes de chacun des auteurs. On pourra nous reprocher des oublis, mais pas des erreurs ou des choses fausses. En tout cas, on a cherché à ne pas propager des faux renseignements où les gens se recopient les uns derrière les autres et ainsi de suite, et on arrive à des certitudes qui n'en sont pas du tout. Donc, on a cherché à faire nettoyer un peu ce genre de choses. Voilà, c'est là-dessus qu'on voulait ce sera surtout vraiment insister. un outil, ce sera vraiment quelque chose de très utile pour, Alors, pour c'est les l'explication chercheurs, que nous a fait l'honneur de la préface de Gérard Klein, Oui. où il explique qu'effectivement, ça sera un outil pour les chercheurs, tels que toi ou d'autres, ils vont chercher, surtout à cause de l'index. Mais ça, on va y revenir à la fin, parce que j'ai prévu une petite image pour vous montrer comment va être constituée l'indexation des textes de l'ouvrage. Mais Oui, ça, on verra à la fin. C'était une question. Donc en fait, vous êtes à la fois, je dirais, vous prenez en compte donc, le Versin, donc vous êtes un peu les héritiers finalement de Pierre Versin, et en même temps les continuateurs. Et donc le Versin... Je ne sais pas si lui l'aurait reconnu, mais nous-mêmes, on Oui, se mais voilà. fixe en tant que disciples. Oui, 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 tout à fait. Hein, voilà. Alors, après, autre question, est-ce que vous pourriez me citer vos plus belles découvertes et celles qui vous a vraiment, enfin celles au pluriel, qui vous ont vraiment donné du fil à retordre? Vous avez du mal à retrouver, voilà, est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter par rapport justement à une découverte tout à fait extraordinaire et puis d'autres découvertes plus compliquées? Alors, en effet, la première idée, c'était de partir de la première utopie française. Donc, c'est le royaume d'Antangile, 1616. On voulait commencer là. Et Joseph a insisté beaucoup pour qu'effectivement, on ne passe pas à côté de Rabelais, ça serait une bêtise de ne pas l'inclure dans l'encyclopédie. Et je dois dire que la fiche Rabelais a été une galère noire pour ressortir de son œuvre absolument immense et hyper connue, mais en fait pas du tout, parce que les gens disent qu'ils l'ont lu, mais ils n'ont pas lu, et pour faire ressortir ce qu'il y avait de rationnel et de conjectural à la fois dans Rabelais. Ça, c'est grosse Il me galère. semble que dans le carrière, quand même, il y a beaucoup. Ah ben, il y a beaucoup, oui, mais voilà, c'est difficile de l'extraire de cet amoncellement de renseignements. Exactement, compléter ce que tu dis là sur Rabelais, c'est très embêtant quand on fait un travail comme on le fait, justement de parler de quelqu'un qui est très connu. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? De plus, voilà. Bon, sur Rabelais, il y a des tonnes d'ouvrages, d'études, bon, voilà. C'est vrai pour Jules Verne. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire sur Rabelais? Alors, on sélectionne quelques trucs, bon, voilà. Alors, cela dit, c'est un exercice amusant, mais les entrées les plus pénibles à faire, c'est sur les auteurs connus. Parce qu'au fond, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Parce que nous, on cherche plutôt les choses moins connues. Mais il faut donc, quand même les recenser. Et bien entendu, donc, et par pas exemple, dire de voilà. bêtises. Voilà. Dans les trucs pénibles, il y a ça. Par exemple, faire une entrée Jules Verne, c'est très pénible. Parce que, pas pénible, parce que moi, je n'aime pas. On a Jules Verne, il y a pas de problème. Voilà, mais que dire de que nouveau, dire, de neuf? Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, donc, les effets de listing, on rappelle des thématiques, etc. Si on se met à mettre des petites anecdotes, c'est pas le lieu. Il y a des revues verniennes spécialisées, il paraît, j'exagère à peine en disant qu'il paraît un bouquin sur Jules Verne tous les 2 mois, mais c'est un peu exagéré, mais il y en a régulièrement, donc on peut faire. Pourtant, il faut bien qu'on le mette. Voilà. Alors ça, c'est le truc, c'est un peu embêtant. C'est beaucoup plus facile, et d'ailleurs, c'est un piège, hein, de parler des petits trucs pas connus, et de se mettre à un peu disserter sur un petit truc. Mais je crois que c'est quand même ça qui fera la richesse de l'ouvrage, des petits trucs un peu curieux. Il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. C'est un problème, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir une vue d'ensemble, ce travail à l'encyclopédie, ça sert à tout ce qu'on veut, sauf avoir une vue d'ensemble. Si on commence à rentrer dedans, on est totalement perdu. Voilà. Bon. Donc après, il faudra faire son chemin. Hein. Nous, alors, on essaye. C'est le travail de rédaction, de correction qui nous a amené à cette conclusion. On va dire, oh là là, ça va être un peu... On le présente entrée-auteur. Hein.
essentiellement. Essentiellement, les entrées, ce sont des auteurs. On va en discuter, hein, voilà, on va en discuter après. Et donc, un auteur vraiment ou deux, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a émerveillé. C'est pas Monté qui t'avait frappé. Si, c'est Maurice Mottet. Oui, c'est vrai. Que dire de plus, sans trop dévoiler, c'est un illustrateur du tout début du siècle. Il y en a, ton avis? Je pense qu'il y en a. On verra direct que ça va. Mais voilà, on a écrit pour ne pas avoir à s'en rappeler, donc il faudra le lire. Mais j'aime bien Julien Mauvrac aussi, j'adore ce qu'il fait. Et c'est du délire total, c'est dans des petits fascicules qu'on ne trouve pas facilement. Et ça, c'est une richesse supplémentaire. Voilà, ce sont ces petits auteurs-là qui ont attiré notre sympathie, en tout cas la mienne. Je ne sais pas comment je fais. Il a peut-être d'autres... Oui, je trouve aussi, c'est enfin, moi, les trucs qui me fascinent le plus, peut-être, c'est les bandes dessinées. En fait, je me rends compte que je passe beaucoup de temps dans les recherches à essayer de comprendre qui a dessiné quoi dans tous ces fascicules à partir de, on va dire, de la fin des années 30, de l'avant-guerre, jusqu'en 51, puisqu'on s'arrête en 51. Il y a eu une profusion de récits complets, alors de bandes dessinées dans d'innombrables revues illustrées de toutes sortes. Et c'est une espèce de dédale fascinant d'essayer de savoir qui a dessiné, dans des cas miraculeux, qui a scénarisé, c'est pas souvent marqué. Et c'est des questions sans fin qu'on pose à d'autres connaisseurs, d'autres collectionneurs, comme Francis Saint-Martin par exemple, qui s'y connaît considérablement, à essayer de retrouver. Alors, et en même temps, on s'amuse à, enfin moi, en tout cas moi personnellement, hein, j'essaie de comprendre comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça vient de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont intéressées à ça. Mais là, du point de vue de la science-fiction, qu'est-ce qui se passe dans les années 30? Est-ce qu'il y a une continuité entre des gens comme Maurice Mottet, dont on parlait tout à l'heure, ou comme Géry, par exemple, hein, qui vient d'être réédité par la Bibliothèque nationale, un très bel album, Les Voix du Géry. Est-ce qu'il y a une continuité de ces auteurs du début du 19e, enfin du 20e, de la fin du 19e, et qui donneront ensuite la bande dessinée de science-fiction telle qu'on la connaît? Ou est-ce qu'il y a une très forte influence de l'arrivée des quelques BD très importantes américaines, genre évidemment il est clair, Jacques Gordon, et autres, Brie Bradford? Comment ça s'articule ça? Comment dire? Je vois toujours pas très bien. Je vois beaucoup de choses intéressantes. Je ne sais pas qui influence qui vraiment, comment ça fonctionne. Pour moi, un des trucs qui m'aura étonné dans ce travail, c'est de voir la complexité de ce monde de ces petits trucs populaires de bande dessinée des années 30, 50. Je ne me sens pas à l'aise. Je me sens bien qu'il manque des choses, je ne vois pas comment ça fonctionne. Voilà, mais ça, ce sera peut-être les continuateurs de Nikos et Joseph. Ah oui, avec les absences qu'on a pu avoir, oui. Je repense à un dessinateur intéressant, pas par son parcours politique, parce qu'il a fini mal, mais c'est Nicolas Mengen, qui est une énigme. Il a fini mal. Oui, bon, on n'est pas là pour... Oui, il est mort, oui. Oui, voilà, il est mort. Oui. Et avant 51, donc c'est pour ça que c'est d'absent. Mais il est assez fascinant, oui. D'accord. Et alors, justement, puisque vous parliez des illustrations, quelle a été la part finalement des illustrations dans cet ouvrage? Est-ce qu'il a été difficile de réunir toute l'iconographie? Et est-ce que vous avez pu tout publier? Ou est-ce que, voilà, il y a peut-être... Non, c'est très facile voilà. de réunir l'iconographie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout mettre. Voilà. Il a fallu faire des impasses et peut-être on nous le reprochera, mais c'est des choix subjectifs. Mais par contre, qui fascine et qui intéresse. La preuve, depuis le début, tout le monde regarde l'écran et personne n'écoute. Donc, c'est aussi le but, voilà, d'éviter de dire des bêtises. C'est pas le même sens, on peut très bien fonctionner en... Faire les deux. Merci, Georges. Voilà, et donc ces illustrations, donc, pareil, comment vous avez fonctionné? Vous avez récupéré, Les vous avez engueulades cherché... sont fins, surtout. On a tous plein de documents. Voilà. Et la difficulté technique, c'est... Déjà de choisir entre nous deux, ça c'est pas... Et puis Après, après l'éditeur qui arrive en changeant tout aussi, enfin bon,
faire. L'éditeur, il a pas Parce que son vous mot à avez dire. trop donné d'iconographie, donc l'éditeur vous a... Comment ça s'est Oui, il a passé fait des tris, mais des tris qualitatifs déjà, parce que le JPEG n'était pas bon, parce que... Et d'ailleurs, dans ce que tu as sélectionné, c'est pas toujours des trucs c'est tout qu'on trouvera toujours. Non. Non, pas tous. Non. Oui, non. C'est les belles lettres et ancrage. C'est une coédition. Et au niveau des droits, est-ce que vous avez Alors, des difficultés par rapport à... Non, c'est tout. Oui, c'est nous. La décision de l'éditeur en matière d'image, c'est uniquement la qualité du fichier Oui, c'est très informatique. compliqué. Là. Après, le reste, Ça, c'est marrant, ça. c'est un crayonné. Et peut-être que quand à la fin On pourra revoir les images. illustrer, Oui. puis voilà, refaire, On a déjà refaire tourner oublié. le diaporama. Voilà. Alors, moi je voulais revenir à quelque chose Et que... je reviens sur les illustrations. Pardon. C'est vrai qu'on a analysé pas mal, et de toute façon, bon, ça c'est un peu frustrant, mais il y aura des entrées sur des illustrateurs où il n'y aura pas d'illustration. comme Ouais. ça. Et en tout cas, on essaye de faire, là pour le coup, on essaye de faire des bibliographies d'illustrateurs. Hein. On ne voit pas ça si souvent. Hein. On prend un illustrateur et on liste ce que nous considérons comme relevant du rôle de la SF, hein, en envoyant toujours au texte qu'il a illustré, s'il a travaillé, c'est généralement le cas pour un auteur, enfin il a illustré un auteur. Donc ça, on a vraiment beaucoup d'entrées illustrateurs, beaucoup. Je parlais d'Arudi tout à l'heure, beaucoup d'entrées de dessinateurs de BD et de scénaristes quand on arrive à les repérer. On essaye d'être plus complet là-dessus pour les dessinateurs. Hein. Là, je pense qu'on a fait un assez gros travail là-dessus. Hein. On s'est fixé une limite. Pour qu'un dessinateur ait son entrée, il faut qu'il ait au moins fait 2 dessins. S'il n'y en a qu'un, alors tu donneras ton idée. Quand il n'y a qu'un dessin qui illustre un ouvrage littéraire, il est cité dans la bibliographie de l'ouvrage. Mais il n'a pas son entrée. Ah là, oui. Voilà. Oui, mais s'il a un dessin qu'il a fait tout seul, comme un grand, il n'a pas forcément son entrée. Ah ben si, là, comme pour les nouvelles. Hein. Il faudra que je relise le truc. On va y revenir à ce préparer. Faire un dessin d'humour, s'il y a un dessin d'humour, Oui, il sera pris. Oui, voilà. L'humour, il y en a d'autres. Hein. C'est surtout des dessins d'humour, il faut dire. Oui. Voilà. Alors sinon, oui, il y a des trucs rigolos qu'on écoute. Oui, alors, justement, moi je voulais revenir sur pourquoi avoir finalement choisi la zone francophone et pas uniquement la France. Donc, qu'est-ce que vous entrez finalement dans cette dimension francophone? Et pourquoi surtout vous êtes axé par rapport à la zone francophone? Alors, comment dire? Déjà, pour la bande dessinée, elle n'avait pas été traitée dans les terres creuses et on nous en a fait le reproche. Donc on a dit on va annexer la bande dessinée, en plus des illustrateurs, et en plus des nouvelles et des romans. Ensuite, comment dire? C'était sur la question de francophonie plutôt. Francophonie. Pas sur l'image. Alors, je vais aussi te donner le micro, mais la Belgique, bien entendu, la Suisse, le Canada, donc la partie Québec, bien sûr, Ontario éventuellement, l'Afrique noire, et les provinces, comment dire, les protectorats français. Il y a des auteurs qui sont publiés en Syrie, qui ont publié dans le Tonkin, qui ont publié... Alors, ce sont des Français, bien entendu, mais ils ont été publiés à Hong Kong, voilà, ou à Saigon, ou à Ho Chi Minh Ville maintenant. Oui, donc ça c'est vraiment En fait, intéressant. Parce oui, que alors, c'est des auteurs qui sont... on n'a pas du tout une approche, comment dire, il n'y a pas d'entrée consacrée à des pays en fait. Ce qu'on a juste fait, on a décidé de traiter la francophonie. Alors, ça pose d'ailleurs un problème, par exemple, dans des domaines comme le cinéma, où la notion de nationalité est compliquée. Des réalisateurs. Voilà, bon, c'est assez... Bon. Mais bon, voilà, on a décidé de mettre tout ce qui était en langue française. Donc, tout ce qui était en langue française. Mais on n'a pas essayé de faire une sorte d'entrée suisse où on ferait une sorte d'histoire de la conjecture suisse. Non, on n'a pas. Elle est traitée à chacun des auteurs. Par contre, tout ce qu'on a trouvé est traité, y compris les fascicules québécois les plus improbables, avec l'aide d'ailleurs de notre ami Jean-Louis Trudel, voilà. Il nous a résumé des fascicules introuvables. Bon, voilà. Donc on les met, tout ceci y est. Mais la seule chose on aura juste une entrée, on avait failli ne pas mettre, qui est en fait une entrée de listing. On met francophonie, on liste les Belges, les Luxembourgeois, on a un, satisfait. Non, c'est pas lui, c'est Paul B, les Luxembourgeois. Et les Suisses, bien sûr.
Et puis on a mis les anciennes colonies, Algérie, tout ça, mais on va dire Afrique du Nord en gros, et puis les 2 ou 3 trucs qu'il y a dans le Tonkin, ce qu'on appelle le Tonkin, etc. Bon, et qui sont évidemment qui sont toujours des auteurs français. Je trouve que les résident qui sont ou bien noirs, ou bien ils ont longtemps résidé en Algérie ou au Maroc, etc. Certains on les met, on distingue parce que c'est amusant, c'est qu'ils sont édités dans ces régions-là. Ils sont édités à Alger, ils sont édités à Casablanca, ils sont édités à Saigon. On trouve que c'est intéressant de le signaler. Et souvent, il faut dire que les textes ont assez souvent un rapport avec la région. Voilà, ça se passe quelque part en Algérie, ça se passe quelque part. Donc on a trouvé que c'était intéressant de le repérer. Mais c'est tout. On n'a pas prétendu faire une histoire des science-fiction. C'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Voilà. Donc il n'y aura pas une histoire de la science-fiction québécoise. Par contre, quelqu'un d'extrêmement courageux peut essayer de faire une sorte d'histoire de la science-fiction québécoise en piochant partout. Piocher les auteurs québécois. Mais Jean-Luc Trudel a sorti un... Oui. Voilà, on n'a pas besoin... sur la science-fiction. On va pas faire concurrence à Trudel. Quoique, il y a peut-être un ou deux trucs qu'il n'a pas lu, ce serait... On serait très content. Oui, donc c'est vraiment un bon outil que vous allez nous proposer, parce que du coup, voilà, quelqu'un qui va chercher sur cette zone francophone, ou qui veut s'intéresser aux publications, effectivement, des anciennes colonies françaises, voir peut-être les caractéristiques de ses écrits par rapport à la France, ça pourrait être vraiment une base tout à fait intéressante. C'est une base de données bien costaud, c'est-à-dire qu'il y a une idée de ce qu'il y a dessus. La personne qui va l'utiliser, elle sait déjà un peu ce qu'elle va y trouver. C'est pas juste, tiens, il y a ce nom, c'est quoi? Il y a ce nom, il y a ce titre, dans ce titre. Il est question de ça, voilà, c'est pas qu'une bouteille, enfin, c'est pas que juste une référence. C'est déjà un peu ce qu'il va trouver. Alors, bien évidemment, on va peut-être parler de problèmes des thématiques. C'est ma question. Suivante. Voilà, c'est la question, justement, c'est la question suivante. Alors, comment est-ce que vous avez construit Rétrofiction? Est-ce que vous pourriez nous expliquer le principe des entrées, des répliques, de l'index, etc., des thématiques? Alors, en fait, les entrées, donc, on a essentiellement, ce sont essentiellement des entrées auteurs. On a un auteur. Ou dessinateur. Oui, auteur, créateur, un dessinateur, un cinéaste, un écrivain, qu'est-ce qu'on a comme autre métier? Il n'y a pas grand-chose. Peintre, éventuellement, enfin, illustrateur, enfin bon. C'est un auteur. Essentiellement, c'est des entrées auteurs. Alors, il y a quelques entrées sur des supports. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait cinéma, on fait une entrée pour chaque réalisateur qui nous intéresse. Là, son entrée. C'est généralement pas très développé. Et enfin, on a une entrée cinéma où il y a la liste de tous les films peints. Nous, on considère comme les films conjecturés. Comme on a fait une entrée théâtre, opéra. Voilà, comme il y a une entrée théâtre, on a même osé une entrée poème, on a fait un listing poésie. Ah oui, on a fait ça aussi. Oui. Voilà. Mais c'est juste sous forme de listing. Après, il faudra aller chercher dans chaque entrée. C'est pas une étude à chaque fois. C'est pour ça que c'est un outil, mais bon, il reste des gens qui vont travailler dessus sur des thématiques ou sur des zones régionales ou sur tel type de personnalité que sais-je, ou tel type de support. Il aura une aide, mais voilà, après, à lui, à la personne, selon le travail qu'elle veut faire, de creuser ensuite. Nous, on ne donne pas une histoire du cinéma de science-fiction. Par contre, il y a un grand listing avec tout ce que nous, on considère comme étant un film relevant vaguement de la science-fiction. Alors, justement, par exemple, pour vos recherches, deux exemples qui, à mon avis, sont intéressants par rapport peut-être aux difficultés, c'est le cinéma, et puis vous avez parlé d'opérette. Donc, il a existé des opérettes conjecturales. Il n'y a pas non plus des non, mais comment vous avez fait pour retrouver ces documents? Enfin, j'imagine il y a une médiathèque. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Gallica est quand même un outil exceptionnel, oui. Ce qui fait que quand on a entendu parler d'un opéra de Offenbach qui s'appelle Voyage dans la Lune, on est allé voir ce que c'était, on l'a cherché. Alors il est très connu, mais il y en a des moins connus, voilà, dont on les a déjà oubliés, mais ils seront au moins référencés et avec le nom de l'auteur, et ensuite on ira chercher à l'auteur le détail de son opéra. Et à chaque fois avec explication pourquoi c'est conjecturel à nos yeux, et une bibliographie de l'ouvrage. Voilà. Détaillée comme on l'a vu. Mais ça marche, on revient sur la question de... La question que tu poses sur comment on s'y prend,
en fait, c'est difficile de répondre à ça. C'est même pas des méthodes, c'est plusieurs personnalités. Nous, enfin, nos manières, ce qui nous intéresse, ce qu'on a fait quand même depuis des années, parce que ça fait des années qu'on accumule des tomes de bouquins et de références, tout ça. C'est ça, en fait, en réalité. On a déjà un fond à nous. Et une manière de chercher personnelle qui sera difficile de décrire à des gens, notre feeling. Et demander aux autres camarades, comme Marc Matovo par exemple, ou Saint-Martin, ou Fleur Hopkins, ça manière à elle, ou le docteur Murat, ses méthodes étranges de recherche, en torturant les clients, enfin les malades. Voilà. Bon, et voilà, mais on fait appel à des personnalités qui n'ont pas le même regard. Enfin, des regards communs, mais ils ont leur manière, leur obsession, leur thématique obsessionnelle, leur support obsessionnel. On a trouvé un cinglé qui s'intéressait aux assiettes ornées. C'était pas c'était évident. Oui. Voilà, il faut donc appel à différentes personnes comme ça, obsédées depuis des années, qui accumulent depuis des années, ben, ça déblaye considérablement le travail. Hein, et après, quand on a une liste avec, même pour les... Moi, je m'intéresse un peu à la musique comme ça, et en essayant de regarder, j'ai cherché hein, les symphonistes, tout ça, j'ai trouvé un ou deux trucs, les trucs qui sont un peu rapportés à l'essai. Mais voilà, on fait appel aux différentes compétences, et puis après, il faut admettre que Internet et l'extraordinaire outil de Gallica sauvent la vie dans beaucoup de choses. Oui, c'est peut-être justement l'ouvrage qui n'aurait pas pu être réalisé. Enfin, je sais que ça fait des années que vous travaillez dessus, mais Internet, je pense, et puis... Ah oui, il serait beaucoup moins... La performance de Gallica est arrivée au milieu de notre travail, voilà, donc voilà. Ça a considérablement aidé la terminaison. Et même une fois tout rédigé et commencé largement les corrections, Jean-Luc Barre nous a donné une liste de feuilletons qu'il avait repérés. Ah, il y en avait une bonne dizaine ou vingtaine que nous n'avions pas du tout repérés. Donc il a fallu recommencer. L'éditeur s'arrachait. Compléter, voilà. Oui, enfin, l'éditeur, il a l'habitude maintenant. Oui. Mais c'est vrai qu'on aurait pu, sans l'Internet, en fait, bon, évidemment, il y aurait beaucoup moins de choses. Hein. Enfin, on aurait cumulé déjà tout ce que nous on connaissait, ce que connaissaient nos amis, qui collectionnent depuis des années. Et donc c'était déjà ce qu'a fait Versin, comme il faisait Versin. Donc voilà, c'est pareil. On a fait comme Versin. Versin aurait eu Internet, notre livre n'existerait pas. Oui. Ça c'est clair. Ah oui, on passerait, oui, bien sûr, il aurait travaillé autrement. Oui, parce que Pierre Versin... Non, mais comme dit, en fait, l'outil Internet est arrivé, et puis l'outil Gallica plus spécifique, avec déjà Internet, hein, qui permet d'avoir accès à des bibliothèques avec des listes, avec des références quand même relativement correctes. Avec un nombre d'erreurs. Bien sûr, mais qui aime quand même beaucoup. Bon. Et ça aurait été différent, c'est sûr, mais enfin, il aurait quand même été costaud aussi. Hein. Oui, oui, c'est des années de recherche. C'est des années d'obsession de chercheurs, mi-chercheurs, mi-collectionneurs. Ça, c'est un milieu qui existe depuis Versin, en fait. Hein. Oui. Enfin, Versin. Il y a Messac aussi, même avant, hein, par exemple. Messac aussi, mais il est mort un peu trop vite. Et voilà, il avait commencé ce genre de... Quelqu'un qui recherchait partout aussi, Messac, quand on regarde, je pense là. Et après, on va prendre Versin, et le plus représentatif. Travailler à l'ancienne, en feuilletant des revues. Il suffit de lire ce que j'ai édité, la fameuse correspondance rigolote entre Vergier et Versin. On rigole en voyant comment ils font. Ah oui, mais ramène-moi le lot de bouquins que tu as trouvé. Ah, j'ai trouvé telle reliure. Voilà, ben c'est comme ça. C'est des gens qui... Puis il faut appeler à leurs souvenirs. Ah, mais quand je me rappelle, j'ai lu ça. Et voilà. On se trompe aussi. Réseau, c'est un réseau d'amateurs. Voilà. Donc il y a beaucoup de, finalement, un peu le principe quand même de la sérendipité, c'est-à-dire... Aussi. Ah oui, bien sûr. Ah ben bien sûr, le hasard, le hasard, oui. Il n'y a pas trop de hasard. Je veux dire, quand on passe sa vie chez les bouquinistes et sur le marché aux livres, c'est pas très étonnant qu'on trouve des choses qu'on ne connaît pas non plus. Hein. C'est un hasard un peu... voilà. C'est vrai qu'on trouve beaucoup en cherchant. Bah oui. Et on apprend beaucoup en lisant les livres aussi. Oui, ça c'est la grande leçon. C'est très surprenant quand on lit effectivement les textes. C'est rarement des descriptions qu'on avait fait les autres. En tout cas, on dit tiens, c'est drôle. Je pensais pas pas souvenir. Peut-être les livres n'avaient pas été lus auparavant. Ou en tout cas différemment. Alors justement, pourquoi inclure des objets de la science-fiction? Parce que
Jean-Pierre Versin, justement, avait fait son encyclopédie. Je sais qu'en même temps, il y a une très jolie émission de la télévision suisse, archivée sur Internet, qui raconte cela. Et Versin dit qu'il avait effectivement récupéré tout un tas d'objets, mais il n'a pas rentré, évidemment, dans l'encyclopédie. Bien sûr que si. Vous avez, oui, mais moins peut-être que vous. De façon voilà, on l'a fait de manière beaucoup plus systématique. Voilà, c'est ça. Et parce que ça nous a donné l'envie, l'idée. Et puis comme on a accumulé beaucoup de choses, ben, on les a aussi mis dans l'encyclopédie. Et en faisant l'encyclopédie, on se rend compte qu'on cherche aussi à une certaine complétude et qu'on se remet à chercher encore plus. Et puis les copains aidants, les listes s'allongent, mais on les écrit toujours en expliquant en quoi c'est conjectural. Oui, parce que il y a des assiettes, des gravures, des bons points, des cartes postales. Enfin, des éventails voilà. ou éventaux. J'ai pas tout listé. Voilà, donc finalement tous ces objets. Alors qu'est-ce qu'il y a en fait sur ces objets? Est-ce qu'il y a, vous les avez sélectionnés comment? Est-ce qu'il y a ça saute aux yeux quand même. Ça dépend. Voilà. Les jouets, c'est décevant. Parce qu'on se rend oui, c'est compte assez décevant pour les jouets, c'est vrai. Jeux et jouets, on n'a pas grand-chose. Petite liste, une liste. La date de 51, qui est la date de fin de notre travail, fait que effectivement dans le jouet c'est assez limité. Mais sinon, il y a aussi dans les timbres, il n'y a pas grand-chose. Avant 51, il n'y a pas grand-chose. Non, mais parce qu'on ne fait pas dans la fantaisie tellement avant. Enfin, en fantaisie au sens, les thèmes sont plus sérieux avant. Ben, c'est surtout les auteurs, et puis dans les thématiques, il n'y a rien, en francophonie en tout cas, avant 51. Mais non, en timbre, il n'y a rien. Ben, par contre, oui, en assiette, oui, il y a beaucoup de porcelaine, de science-fiction. Oui. On en dit beaucoup, c'est beau. C'est étonnant. Ouais. Ça fait combien d'assiettes à peu près? Une bonne centaine. Enfin, peu de choses. Donc c'est beaucoup. Quand on donne un listing à quelqu'un, il dit oh là là, il y a tout ça. Et c'est un peu, je compare tout ça tout le temps, même l'objet lui-même, à la fin d'un cours de physique nucléaire à la faculté. Le tableau au noir est rempli de hiéroglyphes dont personne ne comprend rien. Mais par contre, si on assiste au cours et qu'on voit l'évolution, on arrive à saisir le fond de l'objet. Et là, c'est un peu le cas. C'est ce que voulait dire Joseph tout à l'heure en disant oui, ça peut paraître étonnant, mais en fait, non, c'est du travail au fil du temps. Petit à petit, l'oiseau faisant son nid, on arrive à un gros nid. Ouais, ça, c'est vrai. Oui, ça pourra faire l'objet d'une belle thèse, à mon avis. De l'iconographie conjecturale dans l'histoire de la céramique du XXe siècle. Vous voyez, ça ferait, pour les assiettes. Ça ferait un titre. Ça peut, oui, c'est faisable, oui. Après, il y a des questions qui se posent, mais justement, qui seront traitées, qui sont déjà traitées par les chercheurs aussi, et qui sont, est-ce que ceci a un sens? C'est-à-dire que ces regroupements que nous faisons ont-ils réellement un sens? Alors, dans les assiettes, on prend l'exemple des assiettes, des fois il y a des séries, c'est clairement utopiques ou dystopiques, ou bien des engins volants. Bon. Mais après, c'est un peu le syndrome à l'inverse, c'est-à-dire qu'on accumule des choses, nous on dit que c'est de la conjecture romanesque-rationnelle, on en fait une espèce de grand ensemble. Mais on le fait a posteriori. C'est un peu difficile voilà, de donner une définition, c'est juste pas possible. L'ensemble est extraordinairement hétéroclite. Mais, encore une fois, c'est pour ça que quand j'ai insisté au début, ce qu'on a toujours fait, c'est toujours dire pourquoi on le prend. Alors après, le lecteur dira, mais vous prenez parce qu'il y a ceci, cela, mais moi ça ne m'intéresse pas. Ben, tant pis. Mais nous, on l'a pris pour cette raison-là. Donc, après, est-ce que cette raison est suffisante pour justifier une encyclopédie comme celle-là? Peut-être pas. Et en tout cas, à chaque fois, on donne la raison de l'annexion. Et elle aura le mérite d'exister. Oui, enfin, ça, c'est des mérites maintenant. Ça, il est bien celui-là aussi. Là. Alors, avant justement de passer un petit peu aux illustrations et puis aussi donner la parole au public, parce que je pense que ça piaffe, hein, ce projet va susciter beaucoup de questions. Donc, je vais vous poser une grande question. Au final, est-ce que c'est l'œuvre d'une vie, de vos vies, de votre vie? Est-ce que cet ouvrage va justifier finalement les heures innombrables consacrées à votre passion? Pour Guy, sans doute, parce qu'il est fatigué. J'ai 10 ans plus que lui, ça ne se voit pas au premier regard, mais c'est vrai que... Non, moi, ma passion, c'est le jardin, donc je fais ça à côté. Ah oui, c'est juste un hobby. Oui, voilà, c'est un hobby, on est bien d'accord, c'est ça. Joseph, il a oui, c'est la musique symphonique. Voilà, ouais. Et les porte-avions ou les cuirassés japonais depuis... Éventuellement, les cuirassés japonais, j'y rentre, ça non, mais et d'autres, mais c'est voilà, inavouable. sérieusement, je pense que c'est voilà, quand même ce type
l'ouvrage, vous arrivez au bout, ça va être publié. Je vois que c'est quand même une belle réalisation aussi. On est très contents de nous, oui, bien sûr. Oh là là, je pense bien. Mais est-ce que le public sera content de l'ouvrage, surtout au prix où il va être demandé? Joker. Il y a un truc qui est terrible, ça me fait de la peine, je ris un peu, mais ça me fait de la peine, c'est tous les amis qui nous envoient des renseignements, des trucs, etc., en rêvant d'avoir un exemplaire de presse. Tous ceux qui vont être déçus, ça va être Mais est-ce que vous croyez, alors peut-être pas parce qu'évidemment c'est une édition papier, mais est-ce que par exemple ce type de travail ne mériterait pas à l'avenir de devenir un portail justement Ah mais Dominique et Hélène se sont proposés pour évident, mettre ça. c'est un peu j'ai tendance à penser, enfin l'opinion que j'ai, c'est que le truc qu'on a fait, c'est effectivement, ça s'appelle le principe, quand tu fais un truc où tu arrives au maximum de tes capacités, c'est trop, c'est-à-dire que ça au fond, ce n'est plus efficace. Et on le voit, cette énorme encyclopédie, je pense qu'il y a une limite. C'est-à-dire qu'il faut être juste, sous sa forme papier, ça sera un objet, je pense, fascinant pour beaucoup de gens. Il faudra que les gens font comme souvent, c'est-à-dire qu'on feuillette, on ouvre au hasard. On déconseille formellement de le lire du A au Z. Oui, à la après, suite. voilà. Mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est un peu absurde. Il aurait fallu que ce soit un travail en ligne. Site, un truc comme ça. Mais voilà, mais on s'est fait plaisir. On a été trop fascinés par le versant depuis longtemps, le gros livre, c'est une fascination qu'on a. Et effectivement, ceci, il va falloir que ça bascule. Alors, pas très longtemps, en attendant quand même que le livre soit sorti. Mais ça basculera d'une autre. Il faut passer à autre chose. Par exemple, on a fait un énorme travail de cinglé, de thématique. Qui vont être de la folie, en mettant des thèmes. Les malheureux qui vont essayer. Je veux voir quelqu'un utiliser des thématiques. Mais il y en a dans la salle. Oui. Il y avait des Parce que c'est faisable, mais ça demande beaucoup de patience, des bons yeux, et il faut avoir un stylo. Alors ça va être le reproche, c'est que le corps d'écriture choisi pour tenir dans ce format... Il n'y a pas que ça, c'est les numéros aussi, tu sais, quand les renvoie oui. à la fin. Mais on a fait un analyse thématique. Mais on a des... Voilà. Donc, maintenant je vous laisse peut-être commenter donc les images, les illustrations qui passent, je ne sais pas comment... Oh non, ça n'a aucun intérêt. Oui, elle est mal mise. Non, mais celle-là est mal mise. Je vais pencher la tête sur la gauche. Non, mais je ne sais pas s'il y a un endroit où va apparaître vaguement l'analyse thématique. Si. Mais il faut sortir du diapo. Ah oui, il faut sortir du diapo. Que je mette des diapos, c'est ça? Oui. Ah, c'est notre truc. Ah ouais, là. Ah ouais, là, ça va être... Ah ouais, c'est... Voilà, alors le temps peut-être que... Alors, attendez. Oui, vas-y. Ça, c'est les couvertures, c'est les crayonnés de couverture de Gictac qui ont été envoyés hier, donc c'est... Il est toujours en avance. C'est mal une photographie. Allez, on voit. Ah oui, voilà, là c'est bon. Là on voit tout. Ouais, c'est un peu ardu. Alors c'est un peu ardu effectivement, mais c'est la seule manière qu'on a trouvé de... Non. Voilà. Donc il y a une liste de thèmes dans la colonne A, une liste de sous-thèmes dans la colonne B, et les numéros que vous voyez là vont renvoyer à un autre tableur qu'on va vous montrer tout à l'heure, qui sont les titres. Voilà, avec il faudrait le décaler un petit peu à droite. Ou à gauche, ça dépend quelle droite et quelle gauche. Ah mais ça, je ne suis pas technicien. Donc, Déjà, je règle l'image. Ou alors tu recules. C'est pas grave. Ils auront des années pour l'éplucher cet index. Oui, il y a des Donc c'est pas trop fort. Ça s'appelle rétrofiction. Ça, c'est la partie la plus L'année prochaine, oui. C'est pas le 56. Ce serait bien. Une question, peut-être, Guy et Joseph, une question sur le titre. Bon, évidemment, sauf s'il a décidé de nous embêter. Ben oui, bien sûr. C'est le sujet qui fâche, ça.